Bonjour les gars, voici votre Elfan pour ce deuxième épisode qui va vous emmener dans un futur plus ou moins lointain, c'est des réacteurs à fusion. Depuis quelques temps, les scientifiques et ingénieurs du monde entier se penchent sur ce mode de génération d'énergie moins consommateur en ressources, car il va utiliser que l'hydrogène en fait, et surtout beaucoup plus puissant et beaucoup plus propre, parce que les déchets sont des déchets sous forme d'atomes, donc sous forme d'hélium, sous forme de carbone, donc des petits atomes qu'on peut recasser, qu'on peut refaire pour refaire l'hydrogène. Donc moins de déchets si c'était un réacteur à fission standard, et surtout beaucoup plus puissant que les points de production existants. Donc la fusion thermonucléaire ou fusion nucléaire est un processus physique qui permet de fusionner des atomes en un élément plus lourd, qui connaît déjà des applications militaires, et qui pourrait alimenter les centrales du futur. Mais d'abord intéressons-nous à ce procédé complexe qui fascine tant. La fusion nucléaire ou thermonucléaire est naturellement influente dans les étoiles, processus dans lequel sont créés tous les éléments chimiques autres que l'hydrogène et la majeure partie de l'hélium. Elle est avec la fission nucléaire l'un des deux principaux types de réaction nucléaire appliquée. La fusion nucléaire dégage une quantité d'énergie colossale par unité de masse, provenant de l'interaction entre les nucléons, donc c'est les particules qui forment le noyau, de l'interaction forte, donc c'est une des 4 interactions physiques standards qui lient les quarks, donc c'est les composants ultimes de la matière, qui forment les protons et les neutrons, entre eux donc, pour former le noyau atomique. La masse du des produits de réaction de fusion étant inférieure à la somme des masses des noyaux fusionnés, la différence est transformée en énergie cinétique, puis en chaleur, selon la célèbre formule d'Einstein, E égale mc2. Donc l'énergie est égale à la masse fois la vitesse de lumière au carré. Cette énergie pourrait, si elle était canalisée, alimenter le processus de fusion contrôlé et générer une électricité propre et extrêmement puissante. Donc dans les étoiles, le lieu où la fusion est naturellement présente, se succèdent des phases de fusion, donc il peut y avoir dans le cœur même de l'étoile ou dans les couches adjacentes à celle-ci, donc c'est les couches de radiation, comme on dit. Et donc il y a des phases de fusion et de contraction. Ces fusions successives vont produire tous les éléments que l'on connaît, donc tous les éléments naturels, donc le carbone, l'oxygène, le fer, jusqu'au fer, donc il est l'élément le plus stable. Et au début de la vie d'une étoile se trouve une nuage de gaz, principalement l'hydrogène et un peu d'hélium. Donc l'hydrogène synthétisé lors du Big Bang, qui principalement par effondrement gravitationnel va se mettre à se contracter, donc les protons, les atomes vont se rencontrer, vont fusionner et vont commencer à fusionner entre eux, ce qui va allumer l'étoile. Donc la température va augmenter progressivement et quand la température va dépasser les 10 millions de Kelvin, donc environ 10 millions de degrés Celsius, elle devient alors suffisante pour que le noyau d'hydrogène ait assez d'énergie pour vaincre ce qu'on appelle la barrière colombienne, donc qui est la barrière atomique. Donc les noyaux vont enfin pouvoir fusionner et ainsi fusionner en hélium. Donc l'énergie libérée par cette fusion, donc encore une fois, conformément à la célèbre formule E égale mc2, contrebalance alors l'effet de la gravité et l'étoile atteint ainsi un premier équilibre. Où la gravité donc, est contrebalancée par le processus de fusion, donc qui permet à l'étoile de perdurer et de générer de l'énergie. Cette réaction de fusion de l'hydrogène est la plus exothermique, donc la plus calorifère, de toutes les réactions qui vont s'opposer à la corps des étoiles. Oui, parce qu'il y a plusieurs réactions en fait. Donc la réaction en hydrogène, en hélium, puis d'autres puis en carbone, puis en oxygène jusqu'au fer. Et comme les étoiles sont composées majoritairement d'hydrogène, elles disposent à ce moment de leur vie d'une grande quantité de combustible qui va leur former une grande quantité d'énergie. Donc, qui donne notamment l'énergie solaire, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Et donc cela explique pourquoi les étoiles passent la plus grande partie de leur vie dans cette phase de combustion de l'hydrogène. Donc on dit qu'elles sont dans la séquence principale, et c'est ce processus-là, ce processus de fusion d'hydrogène en hélium qui intéresse les scientifiques, notamment dans le cas du projet ITER. Donc c'est un projet qu'on verra par la suite, qui est un projet de réacteur à fusion nucléaire justement, donc on verra par la suite. Et au bout d'un certain temps, pendant la masse de l'étoile, donc ça passe quelques millions à plusieurs milliards d'années, les quantités d'hydrogène dans le cœur finissent par ne plus être suffisantes pour entraîner un coût de réaction assez élevé et pour contrebalancer l'effet de la gravitation. Donc le cœur de l'étoile va se contracter
Et la température va encore augmenter parce que les gaz, le plasma et les gaz contenus dans le corps d'étoile se fusionnent entre eux, se compriment entre eux, donc augmentent la température. Et quand la température atteint 5 millions de Kelvin, la fusion de l'hélium peut commencer et un nouveau processus de vie des étoiles commence. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Si la fission nucléaire est contrôlée depuis longtemps par production d'énergie, ce n'est pas le cas de la fusion. Cette réaction est très difficile à réaliser car il faut rapprocher deux noyaux qui ont tendance naturellement à se repousser. Maîtriser sur Terre la fusion de noyaux légers, tels que le deutérium, donnerait accès à des ressources énergétiques dans des quantités jamais rencontrées alors par l'espèce humaine et produire beaucoup moins de déchets nucléaires que la fission. On pense que un à plusieurs réacteurs à fusion pourrait carrément réduire à néant tous les problèmes de ressources énergétiques qu'on a actuellement. C'est-à-dire la puissance d'un seul réacteur à fusion par rapport à un réacteur à fission actuellement présent. Donc c'est un enjeu considérable à mener les communautés scientifiques nationales et internationales. A lancé plusieurs projets de vergure, dont le projet ITER, dont nous parlerons plus en détail la partie suivante. Donc il y a plusieurs procédés concevables qui permettent à confiner les nuées de réaction pour produire des réactions de fusion nucléaire. Notamment, il y en a deux types. Donc il y a la fusion par confinement magnétique, qui nous intéressera surtout pour le projet ITER, et la fusion par confinement inertiel. Donc la configuration de confinement magnétique, la ligne de champ créée par un courant électrique pour des puissants électrons aimants. Donc c'est vraiment du Tesla par exemple, donc ça peut paraître petit, mais pour un aimant, l'électron aimant, pour l'énergie du Tesla, c'est quand même déjà assez impressionnant. Et donc ces électrons aimants ou le courant électrique donc, peuvent confiner efficacement les particules et éviter les accidents. Donc il y a trois types de procédés. Donc il y a les scélérateurs où l'ensemble du confinement est réalisé par la bobine électrique. Les sphéromacs qui sont des tokamaks de forme sphérique et donc les tokamaks de forme torique. Donc c'est une forme de tube rempli sur lui-même, une espèce de donut on va dire, où le confinement est réalisé essentiellement par les électrons aimants. Et d'ailleurs la tokamak vient du russe Toroidalnaya Kamera Zmanititchne Mikachushnami. En français, donc chambre toroïdale avec des pôles magnétiques. Divers moyens sont les positions des positeurs pour permettre la fusion du plasma de deutérium et de tritium, et notamment dans la réacteur à confinement magnétique. Un premier moyen de chauffage de la réaction est constitué par un système qui permet d'entrer un intense courant électrique au sein du plasma. Donc on chauffe le plasma par l'électricité. Et dans la mesure où les électrodes pourraient polluer le plasma, les chargeurs induisent ce courant grâce à un champ magnétique variable, soit croissant, soit décroissant. Mais malheureusement, vu qu'on manipule le courant électrique, ça a des limites. Et la technologie qui va être utilisée pour ITER, donc c'est le moyen de chauffer de plasma par un faisceau d'atomes neutres. Donc on prend des atomes qu'on va ioniser et qu'on va rendre neutres par un ajout d'électrons. Et ensuite, ces atomes sont accélérés et envoyés dans le plasma. Et ces atomes doivent être neutres parce que sinon les électroaimants pourraient les dévier et donc la réaction ne pourrait pas se faire. Les atomes ne pourraient pas rencontrer l'atome initialement présent et générer le processus de fusion. Et donc justement ces atomes envoyés donc cèdent leur énergie par des collisions. Et ces atomes sont aussi du deutérium et du tritium, donc ce qui permet d'alimenter la réaction par elle-même. Et qui peut permettre d'auto-alimenter la réaction ensuite, une fois que le plasma est suffisamment généré. Et dans les réacteurs à confinement inertiel, l'énergie est apportée par un faisceau de lumière laser ou par un faisceau de particules chargées, électrons ou ions, à une bille compressive de quelques milliers de millimètres. Ensuite, la bille, j'imagine, explose et la réaction peut commencer. Et maintenant, dans le paragraphe du projet ITER, la partie suivante. Le projet ITER, donc d'anglais International Thermonuclear Experimental Reactor, donc signifiant en français réacteur thermonucléaire expérimental international ou un chemin, est un projet international qui compare 35 pays
et qui s'inscrit dans une démarche à long terme visant à l'industrialisation du processus de fusion nucléaire. Donc l'objectif est d'atteindre Q égale 10, donc 10 fois plus d'énergie produite que consommée. Après la première mise en service, la machine sera mise à l'arrêt le temps de préparer la phase suivante, donc qui est de préparer la fusion avec des passages à puissance nominale, donc c'est vraiment un dépassement, euh, permettant d'atteindre une génération d'énergie, puis la phase nucléaire et enfin la production d'énergie à l'horizon 2035. ITER est le plus grand projet scientifique mondial actuel. Il est sujet qu'on imagine à de nombreuses controverses, notamment sur tous les projets comme le nucléaire, la gestion des déchets, la gestion de la construction, les coûts exposés. Et l'entrée en activité du premier plasma est prévue pour... parce que pardon, le projet donc, était estimé à 5 milliards et à 19 milliards d'euros, donc d'où une partie des controverses. Donc je disais oui, une partie. Donc l'entrée en activité et l'émission du premier plasma est prévue pour décembre 2025 et l'émission du premier plasma en deutérium tritium est prévue pour 2035. Donc c'est un projet vraiment à long terme et donc c'est pour ça que les budgets peuvent encore augmenter jusqu'en 2035. Et selon les promoteurs du projet, les démarches à long terme, l'industrialisation de la fusion nucléaire nécessiterait ensuite de construire un deuxième réacteur de recherche, DEMO, donc qui serait plus proche d'un réacteur de production à l'appareil industriel. Donc maintenant, on va faire un peu d'histoire. Début octobre 85, Mikhail Gorbatchev, donc, qui est le dirigeant de l'Union soviétique, présente le projet d'un tokamak d'une nouvelle génération, donc projet qui deviendra ensuite ITER, qu'on va le voir, à François Mitterrand lors de sa première visite en France. Et un mois plus tard, lors du sommet de Genève en 1985, Mikhail Gorbatchev convainc le président américain Ronald Reagan de participer au programme international. Parce que l'Union soviétique travaillait depuis plusieurs années déjà sur ce type de réacteur exploitant la fusion nucléaire. Et donc, ils cherchaient des partenaires pour réaliser le projet et pour avoir un projet plus conséquent et moins générateur de coûts juste pour un seul pays. Donc, en 1986, les États-Unis, l'Europe et le Japon acceptent de rejoindre l'Union soviétique au sein de ce projet. Donc, c'est ainsi qu'est créé ITER. ITER qui est placé sous l'autorité de la IEA, donc qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et donc, initialement, 4 membres y participaient, la Russie, les États-Unis, l'Europe, association avec le Canada et le Japon. En 1988 débute la phase de conception, appelée Conceptual Design Activities ou CDA. Cette phase avait pour but de faire la synthèse des résultats des différents programmes existants pour les intégrer. Parce qu'on peut dire qu'il y avait plusieurs programmes. Et la CDA, c'est terminé en 1990 et en juillet 1992, à Washington DC, donc la capitale des États-Unis, les 4 membres ont signé un accord qui lance la phase d'ingénierie, appelée Engineering Design Activity ou EDA, qui durera 6 ans, donc de 92 à 98. Et à la suite du projet du retrait des États-Unis, parce que les États-Unis pensaient à ce moment-là que le projet n'était pas viable, était trop complexe à gérer. Le deuxième EDA est lancé, processus qui se terminera en juillet 2001. Et ensuite, la phase de coordination appelée Coordinated Critical Activities, ou CTA, se termine en 2002. Elle avait pour but de préparer la phase de conception et commencer à réfléchir au lieu de construction et ensuite, et surtout aux phases, donc le financement et le cadre juridique du projet. Donc en janvier 2003, la Chine rejoint le projet, suivi du retour des États-Unis en février et l'arrivée de la Corée du Sud en juin. Donc 4 sites ont été retenus, Cadarache, donc qui est le site qui a été retenu en France, Clarington au Canada, Rokasho au nord de l'île Honshu au Japon et Vandelios en Espagne. Et le site de Cadarache, donc par situation, par le fait qu'il était en France, pays où la technologie nucléaire est quand même assez, avec le Japon, est assez développée. Donc le site a rapidement obtenu le faveur scientifique et l'Espagne, suite à des accords politiques avec la France, donc c'est sa position le 23 novembre, hein, si bien que 2003 pardon, si bien que l'Union européenne décide, quelle que soit la décision, de commencer les travaux à Cadarache parce que, comme on a vu, le projet coûtait assez cher. Et donc l'Union européenne, j'imagine, voulait commencer les travaux quoi qu'il arrive, histoire de concrétiser le projet. Et donc après des réalisations avec le Japon, donc des réalisations tout à l'heure sur le financement du projet, donc on arrivait à un accord avec 40% du coût de construction pour le pays hôte, donc la France, et l'Union européenne, et 20% plus d'avantages financiers pour le pays non hôte, donc ici le Japon.
Le Japon retire sa candidature et le site de Cadarache est choisi officiellement le 26 juin 2005 à Moscou. Et donc le projet ITER est officiellement lancé et la construction commence en 2006. Donc en juin 2019, la construction du futur réacteur expérimental est achevée à 60%. Et donc les plus gros composants sont achevés et l'assemblage commencera en 2020. Donc c'est un Lego d'1 million d'éléments constitués de 10 millions de pièces. Donc c'est quand même une machine assez impressionnante. Et la phase de test grandeur nature améliorerait sur la machine d'assemblage. Donc l'assemblage commence petit à petit à être envisagé et commence à être préparé. Donc Bernard Bigot, le directeur général du projet, donc qui est un Français, présente en janvier 2019 la phase d'exploitation d'ITER, donc il dit après le premier passement en 2025, les équipements de collecte d'énergie seront installés. Cette phase majeure devra se terminer vers 2028 et permettra de valider la phase de préfusion, c'est-à-dire la production d'énergie avec l'hydrogène classique, du deutérium et de l'hélium. À la fin de cette phase, la machine sera disponible pendant 18 mois par les scientifiques qui souhaiteraient mener des expériences, parce que c'est aussi un projet scientifique, pas qu'un projet énergétique. Et dans un deuxième temps, à partir de 2030, nous installerons des chaînes de chauffage complémentaires indispensables pour parvenir à un phase pleine de fusion. Donc, comme je l'ai dit, c'est le PASMA, donc c'est justement le système de chauffage par atome, réaction d'atomes neutres. Et donc, c'est le cas du système de chauffage, justement, par addition de particules neutres qui permettra d'accélérer l'hydrogène à très grande vitesse pour augmenter le chauffage du plasma afin de le porter à la température de fusion de 150 millions de degrés, température nécessaire pour un plasma entretenu. Donc en 2032, une nouvelle phase de campagne de travail nous sera offerte aux physiciens. En parallèle, sera finalisée la construction et l'installation du cycle du combustible. Donc c'est là où l'hélium récupéré à la fin des processus de fusion sera cassé et redonnera de l'hydrogène, donc du deutérium et du tritium, qui sera renvoyé dans la machine, donc pour espérer avoir un processus auto-alimenté. Et l'objectif est que ITER atteigne sa pleine puissance en 2035. Et donc après la phase d'exploitation et suivant les résultats obtenus, donc si on arrive à produire de l'énergie avec ITER ou pas, un autre réacteur, c'est expérimental, équivalent à un réacteur industriel, donc vraiment un réacteur qui lui pourra produire de l'énergie et pourra être connecté au réseau électrique. Donc il y a un autre, donc ce réacteur sera nommé DEMO, pour Demonstration Power Plant, donc centrale électrique de démonstration. Donc là on sera vraiment sur de l'exploitation pure. Et donc il sera, comme justement, destiné à étudier la possibilité d'une exploitation commerciale à proprement parler. DEMO devra atteindre le seuil d'ignition, dans lequel le chauffage du plasma est réalisé par l'énergie des particules alpha, donc qui sont des particules nucléaires, qui sont d'hélium, produites sans apport d'électricité. Donc vraiment avoir un processus hautement orienté à 100%, où la fusion en atome en noyau d'hélium permettra d'avoir suffisamment d'énergie pour relancer le processus et continuer à avoir un plasma stable. Et enfin, Bernard Bigot espère qu'en les alentours de 2040, nous serons suffisamment convaincants pour que l'industriel s'intéresse à la machine qui suivra, donc DEMO. Ce sera le premier démonstrateur industriel, c'est-à-dire pour fonctionner en continu pour produire de l'électricité. Et donc cette fois-ci sera connecté au réseau électrique. Et après une dizaine d'années de concertation à projet industriel, de concession de réacteurs bénéficiant de tous les retours d'expérience d'ITER de DEMO, donc le premier réacteur commercial, nous pensons que dès 2045-2050, la construction de la première centrale à fusion commerciale pourra être lancée. Et cela prendra un minimum 10 d'années. Donc les premiers réacteurs, si tout se passe bien, seront fabriqués à l'horizon 2050-2060. Donc c'est pas pour maintenant, mais c'est quand même relativement proche pour qu'on commence à s'intéresser et pour qu'on commence à faire des plans dessus. Voilà. J'espère que cette vidéo un peu plus longue vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Et je vous dis à tous. Au revoir.